chaud. Ah, lui, c'est pas pareil, c'est sympa. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette table ronde dédiée à comment vivre la ville digitale. Alors avant de parler de ce thème avec nos invités, nous allons accueillir une start-up, son PDG Thomas Robé de la start-up Wanago. Bonjour, alors je vous laisse 3 minutes pour vous présenter ainsi que votre projet. D'accord. Merci. Donc d'abord, merci aux organisateurs de nous permettre d'échanger sur ce sujet passionnant de la ville intelligente. Également de permettre de mettre en relation des décideurs et des entreprises, ce qui me paraît être une occasion assez intéressante et susceptible de faire avancer le sujet qui nous amène ici, qui est comment vivre la ville digitale. Je m'appelle Tanguy Robé, je suis fondateur et dirigeant de la société Wanago. Alors Wanago, c'est une société qui propose aux villes et aux territoires une plateforme mobile qui leur permet assez simplement de devenir une ville digitale ou une ville connectée, comme nous on l'appelle. Une ville connectée, c'est une ville dans laquelle les acteurs, tous les acteurs de la ville, peuvent collaborer entre eux et peuvent interagir directement avec les visiteurs et les habitants de la ville. Le principe est le suivant. Les principes fondamentaux de Wanago sont les suivants. On est tous mobinautes. Je pense qu'il n'y a pas photo là-dessus. On est tous touristes. C'est-à-dire que lorsqu'on visite une ville, qu'on soit habitant ou visiteur, on est prêt à l'explorer, la découvrir, la partager avec ses amis. On est prêt à la consommer pour autant qu'elle existe sur l'écran de nos smartphones. Donc c'est précisément ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on permet aux villes et aux territoires de mettre à disposition de leurs visiteurs, de leurs touristes, une application mobile qui va être un lien permanent entre la ville et le touriste. Avec cette application, le touriste il va pouvoir découvrir des activités, des événements, il va pouvoir explorer des sites touristiques, il va pouvoir consommer des sites culturels, et il va même pouvoir recevoir des bons plans qui vont être alimentés automatiquement par les commerces de la ville. Ce qui permet de créer un lien assez unique. De même, on fournit des équipements connectés, des petits objets connectés qui sont des beacons qu'on dispose sur le territoire et qui permet à tous les acteurs de la ville de communiquer directement avec l'écran du smartphone des visiteurs. Donc voilà ce que nous on propose. Alors je conclurai là-dessus. Comment vivre une ville digitale. Donc nous, notre positionnement il est assez clair. On pense que d'abord, une ville doit permettre à ses visiteurs et à ses habitants de disposer d'une application mobile unique et également de permettre à tous les acteurs du territoire, qu'ils soient touristiques, donc l'office de tourisme, qu'ils soient économiques, les commerces, municipaux, les déchets, les transports, etc., de pouvoir alimenter cette application, de pouvoir enrichir son contenu et de pouvoir donc créer de la valeur pour le mobinaute. Parce que tout l'enjeu est là. Accessoirement, ça permet également de reprendre la main pour une ville, de reprendre la main sur les réseaux sociaux qui ont tendance un peu à phagocyter la communication digitale des villes et de s'adresser directement aux mobinautes. Voilà. Et pour terminer, je dirais juste que pour toute ville qui est vraiment désireuse de devenir une ville digitale, je l'encourage vraiment à commencer par devenir une ville connectée par Wanago. Merci. Alors donc voilà une parfaite transition pour commencer notre débat sur la ville digitale. Donc j'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi des spécialistes de la ville intelligente, Robert Assante, adjoint au maire de Marseille en charge du développement durable, Albert Asseraf, directeur général stratégie, marketing et études chez JC Deco, Valérie David, directrice développement durable d'Eiffage, François Jallinot, directeur général d'Euroméditerranée, et enfin Thomas Possel, directeur général délégué de Cofeli Ineo, qui est donc un spécialiste des réseaux et du génie urbain. Alors vous allez parler tous ensemble de cette ville digitale au service du citoyen que vous tentez tous à votre échelle de construire.
Donc à la fois dans sa dimension service, donc pour améliorer la vie en ville, mais aussi dans la manière dont le digital s'est mis au cœur même de la conception de la ville intelligente et durable de demain. Alors pour commencer ce débat, je vais me tourner vers Albert Asseraf de JC Deco. Donc pour poser un petit peu les grands cadres de ce débat, de quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle de ville digitale ? Alors bonsoir à tous, et avant toute chose, je voudrais m'excuser si vous me voyez disparaître brutalement de la scène tout à l'heure, c'est que je dois absolument prendre le dernier avion pour Roissy, et que donc à 17h35-40, je devrais abandonner, mais voilà, je voulais vous prévenir et m'en excuser auprès de vous. Alors, la ville digitale, ce qui est intéressant, parce que vous avez mentionné plusieurs termes en parlant de la ville digitale, vous avez vous-même mentionné la ville durable, et on a fait une étude assez récemment auprès des citoyens, pour essayer de comprendre ce qu'eux-mêmes attendaient de leur ville dans le futur et comment ils pouvaient voir une ville intelligente. Et parmi les 5 thématiques qui sont ressorties, il y en a 3 qui ont été beaucoup traitées aujourd'hui. C'est une ville plus connectée et plus digitale, ce que vous venez de mentionner, une ville plus durable, donc qui intègre un certain nombre de règles autour de cette éco-responsabilité des entreprises, des collectivités, des citoyens, et puis une ville où la mobilité était facilitée. Et on pense de notre côté que le digital va traverser l'ensemble de ces segments, en particulier parce qu'ils nous disent on voudrait une ville où l'information soit permanente, temps réel, de qualité. Et c'est vrai que le digital dans la ville permet ça. On a inauguré ici même, il y a quelques heures, un totem digital devant la mairie de Marseille, devant l'hôtel de ville. Ce n'est rien d'autre que la vision de la ville que de dire on veut mieux informer nos citoyens, nos concitoyens, mais aussi les touristes, les visiteurs occasionnels, avec des applications gratuites sur ces mobiliers multilingues qui permettent de mieux connaître l'histoire de Marseille, le programme culturel, le programme sportif, bref, une manière, avec le digital, d'ouvrir à tous des informations de qualité. Donc ça, c'était le premier point. Et je voudrais juste ajouter un second point, c'est Stéphane Richard qui disait tout à l'heure la demande de données en ville a explosé. Et donc nous, on mène une deuxième activité aujourd'hui, c'est le fait de proposer aux villes des couches de connectivité, en installant dans les mobiliers ce qu'on appelle des micro-antennes, comme on le fait en ce moment. C'est justement un projet que vous avez testé à Paris, je crois. Alors pas exactement, c'est plutôt un projet qui a déjà été déployé à Amsterdam ou à Berlin, où vous avez des mobiliers qui hébergent ces micro-antennes et vous avez du très haut débit tout le temps, dans un rayon de quelques centaines de mètres. C'est un sujet qui est à la réflexion à Paris, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet. Voilà, donc on produit à la fois de la connectivité et des nouveaux services, accompagnés de services physiques traditionnels et désormais numériques. Alors, quel autre exemple pouvez-vous nous donner en fait, de ces nouveaux services, de cette nouvelle couche de connectivité que JC Deco installe dans les villes? Alors, notamment, par exemple, je crois que vous avez des tables de jeux numériques dans certaines villes en France. Parlez-nous un petit peu. Alors oui, on fait plusieurs choses. Si on veut d'autres exemples, on peut parler du Wi-Fi gratuit. Par exemple, là encore, dans l'enquête que nous avons menée, on s'est aperçu que l'une des attentes majeures en mobilité, c'est d'avoir accès au réseau, et si possible gratuitement avec le Wi-Fi. Donc ça vaut pour les villes, mais pour les gares, les aéroports, et en particulier aujourd'hui à Roissy ou à Orly, si vous avez le Wi-Fi gratuit, c'est parce que nous avons, avec Aéroports de Paris, un modèle de financement par la publicité qui permet d'avoir le Wi-Fi gratuit. Et c'est vrai qu'on a aussi développé des tables de jeux numériques. En ce moment, elles sont installées dans des jardins publics à Puteaux. Alors là, c'est vrai qu'on pourrait se dire, après tout, les enfants sont déjà saturés d'écran. Est-ce qu'il est bien nécessaire d'en rajouter sur l'espace public? On s'aperçoit que d'abord, ces tables ne sont pas utilisées que par des enfants, et parce qu'il y a des jeux pour tous les âges, et surtout, son utilisation est continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une minute au cours de la journée où la table est sans utilisateur. Donc ça montre aussi qu'il y a des attentes autour du numérique. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais me tourner maintenant vers Thomas Possel, le directeur général délégué de Cofeli Néo. Alors, donc, comme on l'a vu avec M. Azeraf, le digital dans la ville, donc c'est notamment, les citoyens le voient avec des solutions concrètes qu'ils utilisent tous les jours. Mais en fait, pour les collectivités, il y a d'autres enjeux, et notamment pour proposer ces services, et des services intelligents qui correspondent aux besoins des citoyens, il faut savoir en fait repérer, analyser, sélectionner tout un flux d'informations, de données de plus en plus énorme. Donc c'est un vrai défi pour les collectivités et pour les entreprises comme la vôtre. Oui.
En fait, depuis que l'on suit ce sujet de la ville digitale, on constate qu'il y a une évolution, et cette évolution, elle est assez rapide, et elle est totalement parallèle à l'évolution des capacités technologiques. Dans toutes les manières, à la fois capacité de traiter de la donnée, puis de la collecter, de la faire remonter, etc. Mais au départ, effectivement, je dirais les premières applications, c'était des applications très métiers dédiées finalement à la collectivité. En quoi moi, service administratif, service technique d'une ville, je peux profiter finalement de cela et de faire remonter des données de mes différents services pour les croiser, mieux les gérer et optimiser les services. Et ça, je dirais, c'est le premier âge. Le second âge, c'est finalement d'avoir dit, puisque j'ai des données que j'utilise et que je récupère et que je fais remonter, pourquoi je ne les mets pas à la disposition finalement du citoyen et finalement de les mettre à disposition, de les montrer, de mieux informer. Et le troisième âge dans lequel nous entrons, c'est celui d'aujourd'hui, et que l'on voit bien quand on voit même si là on arrive un peu à la fin de la journée, donc les rangs peuvent s'éclaircir, mais là, il y a eu quand même beaucoup de monde et beaucoup de Marseillais qui sont venus aujourd'hui. C'est finalement dire, quand on parle des nouveaux services, c'est même plus la ville qui va forcément les développer, mais c'est finalement, ça va être le citoyen. Et comment tous ces outils, au départ, ils étaient de la ville, mais c'est une manière aussi de rendre la ville aux citoyens. Et l'enjeu de demain, c'est de mettre sous des formats très, très standardisés toutes ces données pour que le citoyen lui-même puisse finalement s'en saisir et créer les nouveaux services. Et à ce moment-là, on aura un facteur de développement économique, parce que ça te fera des services et ça te crée de l'activité économique dans la ville, puisque tout le monde va pouvoir générer ces nouveaux services. Donc moi, je suis très modeste. C'est pas moi, entreprise, qui vais créer les nouveaux services. J'attends que ce soit finalement beaucoup plus les citoyens, chacun en prenant et en faisant corps et en s'appropriant les données, qu'elles soient publiées par Deco, qu'elles soient publiées par la ville, etc. Tout le monde peut le faire. Et vous trouvez que les citoyens ont conscience de cette possibilité et utilisent justement ces données ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience de ce qui est possible, de ce qui est offert. C'est pour ça, effectivement, vous parliez d'augmentation de la demande de données. C'est bien cela aujourd'hui auquel on assiste. Et ce sujet-là, moi, dans ce que l'on fait et ce que vous organisez dans toutes les villes là, de France, il y a 2 ans, c'était encore un débat entre techniciens, entre spécialistes. Aujourd'hui, ça devient vraiment un débat du public et de l'ensemble des citoyens. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous parlez de l'utilisation par les citoyens, mais également les données, c'est aussi un outil formidable pour les collectivités, justement, pour penser la vie, pour créer les services adaptés. Dont vous, chez Cofeli Ineo, vous avez développé un tableau de bord que vous mettez à disposition en fait, des villes. Alors, comment ça marche en fait ? Oui, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire les différents services techniques des villes, qui sont, comme toute entreprise d'ailleurs, organisés, avec un certain cloisonnement, etc., ça, c'est ce qu'on connaît tous, et bien finalement utilisent des données qui peuvent être servir les uns aux autres. Donc l'idée, c'est de donner finalement aux élus et aux services administratifs des données sur un outil unique et qui puisse être utilisé en le croisant. Par exemple, en jouant sur... on réduit l'éclairage public en plein milieu de la nuit, mais s'il y a, je dirais, un incident type un accident de la circulation, et ben, à ce moment-là, il faut pouvoir, sur une tablette, je dirais, contrôler avec la caméra de vidéosurveillance réellement qu'il y ait un accident. À ce moment-là, on rehausse l'éclairage, on remet les feux de circulation pour organiser la circulation et faciliter l'arrivée des secours, etc., etc. C'est cela. Autre service, c'est par exemple comment utiliser des données de consommation d'eau
comme signe vital dans les appartements de populations défavorisées ou isolées et vulnérables. Comment, en cas de canicule, effectivement, la consommation d'eau dans un appartement, c'est quelque chose de très important pour les services sociaux. Autrefois, la consommation d'eau, ça n'intéressait, j'allais dire, entre guillemets, que le distributeur d'eau pour établir sa facturation. Mais quand on dit que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce croisement des métiers, c'est ce croisement des données. Alors, par derrière, évidemment, ce que ça implique, c'est que ça implique finalement, évidemment, de passer d'une société où le pouvoir, c'était les pouvoirs des techniciens parce qu'ils avaient les informations. Aujourd'hui, c'est de les croiser, c'est de savoir faire les rapprochements. C'est tout à fait un autre monde. Et quelle ville utilise ce tableau de bord ? On développe ça sur un certain nombre de villes. Je pense à Courbevoie, je pense à des expérimentations sur Mulhouse, par exemple. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors je me tourne maintenant vers Valérie David, donc d'Eiffage. Dans le digital, donc c'est évidemment c'est aussi un outil en fait pour mieux penser la ville en amont. Les collectivités utilisent de plus en plus des outils digitaux justement pour penser plus intelligemment la ville, même si les citoyens ne voient pas forcément concrètement ce que ça donne. Alors vous faites ça donc chez Eiffage. Parlez-nous un petit peu de ce travail en amont du digital. Oui, alors mes prédécesseurs ont parlé du numérique pour les usagers, je dirais les personnes physiques, les habitants. Monsieur a parlé du numérique pour les services aux collectivités. Nous, chez Eiffage, on essaye d'utiliser le numérique sous une forme qui va peut-être vous surprendre. En fait, nous utilisons des applications de jeux vidéo. Alors, il y a peut-être des gens ici qui jouent à SimCity 5 ou à City C'est très ludique, Skyline. en fait, la ville intelligente. Pardon ? C'est très ludique, la ville intelligente. Alors, en fait, pourquoi on fait ça ? Parce que, en fait, c'est parti d'une grande frustration. Vous savez, moi, je réponds aux appels d'offres et le développement durable, souvent, c'est la pièce XB12 que personne ne lit. Parce que les élus, ils ont déjà 300 ou 350 pages à lire. Et puis, il y a un assistant maîtrise d'ouvrage qui va rédiger un vague résumé en 10 lignes. Et moi, je suis toujours frustrée parce qu'on essaie de mettre un concentré d'innovation dans nos réponses aux appels d'offres. Alors, je me suis dit, finalement, la seule façon de rendre visible ce que les gens n'ont pas le temps de lire, c'est de les montrer. Il faut les montrer à travers une réalité virtuelle, puisque le projet, par définition, on ne l'a pas gagné, donc on ne l'a pas construit. Donc si on arrive à favoriser une compréhension intuitive de l'avantage des solutions qu'on propose, notamment en termes de développement durable, eh bien, on aura gagné du temps. Et peut-être aussi qu'on aura gagné l'appel d'offres. Donc ça a commencé comme ça. Et on s'est rendu compte que finalement, le jeu vidéo... Alors attention, derrière le jeu vidéo, sachez qu'il y a des moteurs de recherche extrêmement puissants. C'est très très lourd. Évidemment, quand on dit jeu, ça paraît puéril, mais c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. D'ailleurs, les Américains appellent ça serious game, donc c'est dire. Et on l'a utilisé tout à fait récemment pour promouvoir les savoir-faire français de la ville durable à l'export, pour le compte du gouvernement français. Et on a réussi à intégrer sur la capitale du Kazakhstan, Astana, de façon totalement virtuelle, 346 solutions pour la ville durable, issues de grands groupes, mais à 60% de PME-PMI, et qui traitent de façon systémique, donc globale, transversale, à la fois des mobilités, de l'énergie, du digital, de l'agriculture en ville, de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets, etc. Donc c'est très intéressant parce que ça vous permet de créer une espèce de parenthèse où tous les corps de métier vont discuter ensemble, l'architecte, l'urbaniste, les différents ingénieurs, qui en général se succèdent sans avoir d'espace de rencontre et de discussion. Finalement, le numérique nous permet ça. De même, sur l'écoquartier que nous avons la chance de construire avec Euromède et pour Euromède et la ville de Marseille. Juste une chose, du coup, ça permet en fait, en termes des équipes, en fait, du coup, d'éviter, enfin, de favoriser la collaboration, en fait, et donc du coup d'avoir plus de transversalité. Alors absolument, ça permet de favoriser la collaboration. C'est pour ça que je parle de parenthèse de discussion qu'on n'a pas toujours à cause du phasing finalement de l'intervention des différents corps de métier, mais également ça permet de mieux faire comprendre à tous, qu'on soit non-ingénieur ou qu'on soit ingénieur, qu'on soit également riverain. Ça, c'est très intéressant. Quand vous expliquez à un riverain, voilà ce que va donner l'écoquartier. Bon, voir une succession de plans, c'est bien joli, mais enfin, si vous pouvez vous promener virtuellement dans le futur écoquartier, ça donne quand même une autre... ça emporte mieux la conviction. Et ça suscite aussi la co-construction, parce que finalement, à travers ces jeux issus des savoir-faire numériques, ça permet aux futurs habitants de s'approprier le projet, voire de pouvoir faire leurs propres propositions. Et ça, c'est quasiment révolutionnaire. Donc finalement, le numérique, ça a aussi un pouvoir subversif, si je puis dire, qui est d'organiser une révolution dans la gouvernance des projets de ville pour pouvoir mieux contribuer. Et du coup, ça évite des erreurs d'urbanisme ?
dans les Alors projets? oui, l'objectif, c'est aussi de valider ou d'invalider des scénarios. C'est aussi de faire valoir des solutions. On parlait tout à l'heure avec M. Assante d'une solution assez révolutionnaire qui lui plaît, à savoir le transport... Oui, moi aussi. Ça me plaît beaucoup. C'est le transport par câble urbain. Il s'avère qu'en France, il n'y a pas d'acculturation du public à ça. Pour les gens, le transport par câble, c'est les stations de ski, les œufs, voilà, de Chamonix. Hein, et puis, on voit pas très bien ce que ça fera en ville. Et on nous dit, c'est pas beau, c'est lent. Alors qu'en fait, le câble urbain, que ce soit à New York, entre Roosevelt Island et Manhattan, que ce soit à Medellín, que ce soit à Rio de Janeiro ou que ce soit à Shenzhen en Chine, ce sont les Français qui font le câble urbain, qui, sans aucune émission de gaz à effet de serre, est capable de transporter jusqu'à 6 000 personnes par heure, là où un tramway tangente à 45 000 personnes par jour. Et le tout avec 1 an de travaux, là où sur un tramway, vous allez avoir 4 années de travaux. Et je vous passe les recours, hein, et surtout une consommation de foncier au sol qui peut être très invalidante, notamment dans des villes très denses qui ont déjà des problématiques de congestion. Donc, une fois que vous le mettez dans le jeu vidéo, d'un seul coup, je vous assure, moi j'ai fait le test à plusieurs reprises, les gens se disent « Oh, vous mettez un câble urbain là ». Ben oui, regardez, on n'artificialise pas, puis en fait, vous allez doubler, là vous avez déjà un terre-plein central, ça vous fait un poteau tous les 150 mètres, et d'un seul coup, vous surmontez les préjugés. Parce que les gens ont compris. Ils vont rentrer virtuellement dans le câble urbain, ils vont se rendre compte que la cabine est digitalisée, que le Wi-Fi est embarqué, que finalement tout ça est très confortable, qu'on peut transporter jusqu'à 100 personnes par cabine. Bon, voilà. Et donc, ça vous permet de repositionner, on va dire, le débat de façon beaucoup plus saine, parce qu'il y a un certain nombre, encore une fois, de préjugés dans l'inconscient collectif que vous avez réussi à surmonter. C'est un exemple que je prends, parce qu'on vient d'en parler. Et du coup, est-ce que c'est une méthode que vous avez utilisée dans le projet SmartSay que vous portez, donc Eiffage avec Euroméditerranée, avec Orange? Exactement. Alors, SmartSay est issu du laboratoire que j'ai l'honneur de diriger depuis 7 ans, et Euromède nous a fait confiance, et d'ailleurs je les en remercie, parce que quand vous faites de l'innovation, tout à l'heure, il y a une table ronde très intéressante sur l'innovation, mais il y a une chose qu'on oublie de dire, c'est qu'innover c'est bien, mais il faut trouver des élus et des acteurs institutionnels qui vous font confiance. Moi, je réponds à des appels d'offres, on me dit, bon, votre innovation c'est bien, mais vous comprenez, moi, je veux pas d'histoire. Hein. Attention, hein, moi, il faut que dans 6 ans... on ne vienne pas me dire au moment de la réélection, excusez-moi, c'est des fois ce qu'on entend, bah oui, la route spéciale sans bitume n'était pas si terrible parce que voilà. Donc il faut des acteurs, à la fois des élus et des institutionnels qui acceptent de jouer le jeu de l'innovation. Et Euromède l'a fait. Donc moi, je tiens quand même publiquement à leur rendre cet hommage. Donc dans SmartSay, on a fait, avec les équipes de Luc Bouvet, un jeu vidéo où on peut se promener dans le futur écoquartier, sachant que c'est contractuel. Si vous donnez à voir aux gens des choses, il faut les faire après. Hein. Bon. Donc c'est aussi quelque part une forme de protection pour la personne qui se décide à acheter là ou le chef d'entreprise qui se décide à mettre les bureaux de son entreprise dans ce futur écoquartier. Donc on l'a fait et on a également intégré avec Orange, je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui même, hein, on signait le partenariat en grande pompe à l'occasion de ce forum Smart City. Ils nous ont fait des propositions extrêmement attractives pour tenir compte des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de travail, des nouveaux modes de production, toute cette irrévolution qui modifie en profondeur la façon dont on vit la ville et qui répond mieux donc, à l'évolution des besoins. Je pense par exemple à l'e-conciergerie, c'est un portail numérique qui va permettre de réserver tout un bouquet de services et qui est dédié aux habitants de SmartSay, qui certes, pendant les 2 premières années, auront le métro et le bus à haut niveau de service, mais qui vont vivre quand même dans une forme... je ne vais pas dire d'isolat, mais enfin bon, quand même, SmartSay, c'est un quartier neuf. Hein, donc autour, bon, il va falloir, comment dire, être un petit peu persévérant pour s'imaginer ce que ça pourra donner dans 2 ans. Aujourd'hui, on est encore dans les grues. Donc l'intérêt de ce portail numérique, c'est également de faire la transition entre ce que sera la vie dans 2 ans, quand tout aura été construit, et ce qu'elle est maintenant. Et offrir tout de suite aux habitants l'accès facilité à un certain nombre de services divers. Il y aura également un suivi énergétique en temps réel. Un suivi énergétique en temps réel à travers un applicatif qu'on a développé qui s'appelle EFI-Conso, qui vous permet de savoir si vous avez oublié une fenêtre, si vous consommez trop dans une pièce, ou tout un tas d'informations. C'est ce qu'on appelle, nous, le coaching énergétique, parce qu'une chose est de mettre, et je crois que mon voisin le sait très bien aussi, de mettre des équipements extrêmement performants dans des bâtiments remarquablement bien construits. Une autre chose est d'accompagner l'habitant dans la prise en main de son logement, dit intelligent, et dans son acculturation à l'usage de ce logement pour maintenir la meilleure maîtrise énergétique possible. D'accord, merci beaucoup. Alors maintenant, je me tourne vers François Jolineau, donc, qui est le directeur général d'Euroméditerranée. Alors justement, vous collaborez avec Eiffage sur le projet SmartSay, dont vous êtes la collectivité qui le porte.
Donc la philosophie en fait derrière ce projet que je trouve assez intéressante et qui mérite plus d'explications, donc c'est le concept de Easy Tech Low Cost. Alors est-ce que vous pouvez un peu préciser qu'est-ce que c'est, quelle est cette philosophie et comment ça fonctionne? Déjà, je voulais dire que travailler avec Eiffage, avec Luc et Valérie David, c'est formidable. Vous l'avez écouté, j'ai plus rien à faire, quoi. C'est-à-dire que la ville de demain, elle s'invente de façon extrêmement formidable. Bon, alors pourquoi le concept Low Cost Easy Tech? Donc les élus de la ville de Marseille et de l'État nous ont confié la mission de dire inventer la ville de demain. Et donc pour ça, on a étendu le territoire de 200 hectares et puis on a dit, ben voilà, il faut faire une écocité là-dessus. Donc avec les élus, on est allé à Paris, on a dit on va faire une écocité et donc essayer de pousser Marseille vers un développement beaucoup plus durable. Alors pour le mettre en œuvre, on s'adresse effectivement à des opérateurs et on a trouvé que Phosphore avait fait un travail formidable de réflexion sur ce territoire. Et on a dit, ben chiche, allez-y, mettez en œuvre ce concept. Mais, Phosphore qui est juste le laboratoire d'Eiffage. Le laboratoire d'Eiffage. Mais la ligne politique qu'ont fixée les élus et puis en même temps la raison, la connaissance intime de ce territoire, c'est qu'on est en Méditerranée. Donc il y a des spécificités climatiques, donc la force du vent, le soleil, la proximité de la mer, donc ça c'est très différent effectivement du nord. Et puis en même temps il y a une sociologie effectivement avec notre ville qui n'a pas le niveau économique d'un certain nombre de pays du nord de l'Europe. Donc pourquoi low cost? C'est-à-dire qu'il faut sortir effectivement par l'innovation des logements. La ville durable, déjà, il faut qu'elle se développe. Donc pour ça, il faut qu'elle trouve des clients. Donc ces clients, il faut effectivement répondre par une offre qui correspond à leurs revenus, mais en même temps avec une qualité qui leur apporte une qualité de vie, des terrasses, la possibilité de vivre à l'extérieur, etc. Il y a une sociologie particulière. Bon, vous pouvez faire des bâtiments très peu consommateurs en énergie, mais c'est une boîte étanche, une boîte thermos. Bon, alors que nous, dans le Midi, on aime bien sortir sur la terrasse, aérer le linge, etc., etc. Bon, donc il faut prendre en compte cette sociologie. Et pourquoi EasyTech? Parce qu'on se dit, on est au bord de la mer, donc c'est un climat très agressif. En même temps, effectivement, la sociologie fait qu'il ne faut pas qu'on ait des charges absolument énormes. Donc ces bâtiments magnifiques, développement durable avec des servocommandes un peu partout, des moteurs électriques, des ventelles qui tournent avec le soleil, tout ça c'est bien, mais avec l'air de la mer et les coûts d'entretien, mais en même temps, ça plombe complètement. Donc trouver des solutions, d'abord sur le génie climatique et l'architecture méditerranéenne, trouver des solutions avec la géothermie marine. Bon, donc Cofeli la réalise sur la première partie d'Euroméditerranée et donc EDF le fera sur la deuxième partie, donc justement pour aller jusqu'à 65% d'énergie renouvelable et économiser massivement sur la facture d'énergie. Alors, je parlais effectivement on parlait de digital. Alors, dans la conception, bien sûr, ces merveilleux outils digitaux vont être utilisés, puisqu'on va utiliser, donc Valérie David le faisait référence, une maquette BIM, donc Building Innovation Model, de façon à ce que tout le monde, effectivement, cette ville se conçoit, se modélise sur ordinateur. On aura un lieu d'immersion sur Euroméditerranée, pour que tous les architectes, les bureaux d'études, les services de la ville, etc., travaillent tous sur le même modèle de cette ville de demain. Il y a une dimension à laquelle on est plus particulièrement attaché, qui est spécifique aussi de Marseille, de cette approche sociologique, c'est qu'on pense que le digital, et donc vous l'avez dit aussi très bien, il doit être au service des usagers. Donc, juste une chose auparavant, la dimension low cost, en fait, elle se traduit comment de ce concept EasyTech low cost? En particulier, la maquette BIM est un des moyens, effectivement, d'arriver à concevoir des logements, donc avec une méthodologie beaucoup plus industrielle qui permet d'économiser des coûts, parce que le plombier, il refait un trou, alors que tout ça, bon, voilà, donc en termes d'économie. Et puis sur la conception, en associant très en amont les architectes, les bureaux d'études, les promoteurs, etc., pour arriver à des coûts qui soit tout en ayant une qualité architecturale, parce que la qualité est importante, mais ayant des coûts qui sont tirés, effectivement, de façon à sortir des logements. Il y a, par exemple, Eiffage a innové beaucoup sur les parkings. Un des coûts qui plombe beaucoup les coûts des logements, c'est les parkings.
D'abord, en termes effectivement de protection de la planète, c'est pas terrible de créer des grands trous, d'évacuer de la terre, etc. Donc Eiffage a innové à 2 niveaux. D'abord pour les frais de dépollution, avec un procédé qui utilise des champignons pour éviter effectivement tous ces mouvements de terre et donc dépolluer les terres. Et d'une part, en creusant beaucoup moins, avec des parkings mutualisés entre les logements et les bureaux. Les bureaux se vident le soir, mais les logements se remplissent, et le week-end aussi. Donc en mutualisant ça, mais ça repose sur le digital, avec des outils pour orienter les gens, pour qu'ils trouvent leur place la plus proche possible de l'accès à leur logement, sans faire 3 fois le tour du parking. Donc ça, c'est un moyen également d'innovation qui permet d'atteindre cet objectif. Et cette philosophie, c'est une philosophie que d'autres villes copient ou s'inspirent, parce que j'imagine que la question des coûts est centrale en fait dans la conception et la réalisation en fait de la ville intelligente. Et c'est un frein aussi aujourd'hui pour de nombreuses collectivités. Alors un des enjeux, effectivement, on a Euroméditerranée étant donc un établissement public de l'État, on a un effet vitrine aussi au cœur de la Méditerranée. C'est-à-dire que les modèles qu'on va essayer de mettre au point ici pourront donc servir d'exemple, et puis on se nourrit aussi d'autres exemples à l'étranger, donc effectivement pour les villes en climat méditerranéen avec lesquelles on partage ces enjeux climatiques, sociologiques, économiques. Donc ça, c'est un point fondamental. Ouais. Oui, et donc du coup vous parlez donc de la dimension humaine indispensable en fait, mais en quoi se manifeste-t-elle ? Voilà, donc nous on pense qu'effectivement le débat public sur les usages est fondamental. C'est-à-dire que les outils digitaux, on voit, ils permettent tout, c'est formidable. Mais l'enjeu, et c'est pour ça que ce qu'on fait avec Eiffage est extrêmement intéressant, on appelle ça un îlot démonstrateur, c'est que ce qui est important, c'est la conception, mais après surtout, on va voir ce qu'en font les gens. Ce qu'en font les gens qui vont habiter dans ces appartements. On a dit, tiens, ils vont consommer tant d'énergie. Bon, on va voir en réel, derrière, combien ils consomment. Quels sont les outils digitaux magnifiques qu'ils utilisent, ceux qui n'ont absolument aucun intérêt pour eux. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, surtout, que ces outils digitaux soient au service des gens. En particulier, donc, on a des quartiers qui sont plutôt défavorisés. La phase chantier est une phase qui va être dure. Des quartiers où, effectivement, les services publics, par exemple, sont beaucoup moins implantés que dans d'autres quartiers de Marseille. Comment ces outils digitaux vont nous permettre de rapprocher les services publics, voilà, donc avec des réflexions sur une maison des services publics, où on va former des gens qui ne savent pas se servir d'une tablette, à se servir d'une tablette pour aller sur leur compte Amélie, leur compte CAF, etc., sans avoir à se déplacer. Les gens qui auront la chance d'habiter dans ce Marseille, ils auront cette tablette où, effectivement, avec Orange, ils pourront accéder à ces fonctionnalités. La question des services à domicile, effectivement, de garder les personnes âgées à domicile. Et puis, surtout, l'accès à l'emploi, donc pour nous, qui est un élément fondamental. Donc Eiffage a déjà toute une politique d'insertion, mais en même temps, aider ces quartiers défavorisés par ces outils digitaux, effectivement, de développer des systèmes d'espaces de coworking, des systèmes collaboratifs en s'appuyant sur ces outils digitaux. Et on pense que c'est comme ça qu'on assurera beaucoup mieux le développement de cette ville de demain. Alors justement, on dit que l'intelligence d'une ville, c'est l'intelligence de ses habitants. C'est justement le rôle en fait des élus, donc de faire prendre conscience justement aux citoyens en fait de prendre eux-mêmes en compte et en considération la ville intelligente. Alors vous justement, vous êtes adjoint donc au développement durable. Vous êtes en contact avec la réalité du terrain tous les jours. Comment en fait vous pouvez en tant qu'élu favoriser justement cette prise de conscience de la part des citoyens? François Janino, à l'instant, a replacé ce qui est pour nous le cœur de notre action, c'est-à-dire replacer la personne dans son environnement, dans ce qu'elle peut espérer de mieux pour son qualité de vie, pour son environnement, pour sa perspective sociale. Et nous avons le sentiment aujourd'hui que peut-être le numérique va nous révolutionner dans la relation avec l'autre et permettre à chacun de s'épanouir. Et je dirais que Marseille numérique servira complètement l'objectif de Marseille durable. Tout au long de la journée, j'ai écouté de nombreuses tables rondes, et notamment Stéphane Richard, qui a été très sympathique dans sa présentation de la ville de Marseille, indiquant que c'est une ville qui bougeait, qui changeait, qui s'embellissait. Mais il a dit aussi, je regrette que les problèmes de circulation existent toujours.
monsieur, lorsqu'il a présenté sa start-up, a indiqué tout ce qu'il mettait à disposition des touristes qui viennent dans notre ville et leur faciliter la connaissance, l'accès à ce qui pourrait le mieux les intéresser. Nous avons, lors de la table ronde précédente, entendu ceux qui disaient que, en développant des startups, ce que vous allez faire, demain vous allez recruter 5, 10, 20, 50 personnes, et vous allez peut-être avoir du mal à les faire venir à Marseille, parce que cet environnement ne correspond peut-être pas à ce qu'ils souhaitent. Mais les 3 exemples que l'on prend là servent le même et unique intérêt. C'est, au travers le numérique, fédérer ce qui est fait aujourd'hui par les uns et par les autres, en essayant de le dynamiser pour offrir un service sur son smartphone qui corresponde à ce qu'ils veulent. Nous avons aujourd'hui un dispositif de transport collectif qui est reconnu sur Marseille. Le bus, le tram, le métro, et ça va se développer. Demain, je veux y développer le vélo à assistance électrique avec des stations multimodales sur tout le territoire communal. Je veux développer la voiture électrique en autopartage. Je veux développer le déplacement par câble à l'intérieur de la ville. Mais si nous voulons faciliter vraiment la reconnaissance de cela, il faut que les Marseillais s'approprient, au travers le smartphone, ce service unique qu'offre le numérique. C'est-à-dire qu'en étant à Saint-Charles, ils décideront s'ils prennent le vélo à assistance électrique, le métro, le bus, le taxi ou la voiture électrique en autopartage. Quand vous allez voir les ingénieurs qui vont venir, on va leur offrir cette possibilité dans un cadre magnifique qu'est la ville de Marseille. Quand on va voir les touristes, nous allons les accueillir à l'endroit où ils sont, en leur permettant de se déplacer comme ils le veulent pour aller à Notre-Dame-de-la-Garde. Aujourd'hui, aller à Notre-Dame-de-la-Garde en autocar, c'est une véritable plaie, c'est une difficulté. Le numérique va me permettre de réorganiser complètement cela, et c'est le service final à tout ce qui a été exprimé préalablement qui va permettre de dire Marseille rentre dans une autre dimension, rentre dans cette révolution, dans cette innovation qu'on a utilisée tout au long de cette journée, et pour dire que Marseille réussit. Mais on ne peut le faire que si nous arrivons à toucher l'âme de nos concitoyens et que ceux-ci nous en font écho. Tout ce qu'on pourra réaliser, le magnifique investissement que Eiffage fait sur l'îlot Allard, s'inscrit dans cette dynamique. L'îlot Allard peut être une parfaite réussite, mais si on n'arrive pas à développer à côté, faire partager la dimension intellectuelle de ce que nous réalisons là, ça sert à rien. Et si je n'arrive pas à démontrer que Marseille est lié à Aix, et que Aix est lié à Aubagne, et qu'Aubagne est lié à Vitrolles, on aura échoué la métropole. Et la seule chose qui nous fera réussir demain, c'est le numérique. C'est cette intelligence artificielle qui va nous réunir dans une union de pensée, mais également de propositions, de disponibilité pour les uns et pour les autres. Alors on sent bien qu'il y a une évolution dans l'état d'esprit, à la fois chez les élus, dans les collectivités, mais aussi dans les entreprises. Par contre, dans la réalité, il y a quand même un décalage aujourd'hui avec les citoyens, avec la manière dont les gens continuent de vivre la ville. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une remise en question à faire en termes de fonctionnement démocratique, peut-être ? C'est pas tant dans le fonctionnement démocratique, puisque aujourd'hui, le smart nous bouscule. Si je n'ai pas l'idée de suggérer quoi que ce soit, vous le faites, d'autres se sont exprimés au travers les startups, ils le font eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de nous. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'autorité politique pour pouvoir décider, se lancer et proposer. Ce que moi je veux essayer de faire, c'est fédérer les énergies, non pas sur des juxtapositions de solutions, mais mettre ces solutions en cohérence au travers une dynamique que doit porter la collectivité. Aujourd'hui, tout le monde du smart nous booste complètement et nous fait changer de dimension et aller beaucoup plus vite. Vous imaginez, quand je vois mes collègues élus, de quelque tendance que ce soit ou de quelle collectivité que ce soit, je leur parle du smart tel que je viens de vous le présenter et je conclue en disant maintenant on va se déplacer par câble. Je dis mais comment ça va ? Mais tu vas trop vite. Non, c'est vous qui allez plus vite que nous. C'est simplement, j'essaie d'être en adéquation et j'essaie de motiver tout le monde dans cette définition. À l'intérieur des logements,
Vous avez raison. Il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, la consommation d'eau n'intéressait personne. Aujourd'hui, nous avons une consommation d'eau qui a baissé. Elle a baissé dans des proportions que peut-être vous n'imaginez pas. 20% de moins de consommation d'eau à Marseille entre 1995 et 2015. C'est considérable. Ce n'approvient pas uniquement que le matériel s'est amélioré, que les machines à laver, que les machines à laver la vaisselle sont améliorées. Non, on prend plus de bains, on prend des douches. On économise. L'électricité s'économise, l'énergie s'économise. Et nous devons trouver des solutions alternatives. Si on arrive à révolutionner la construction et que nous arrivons à mettre des panneaux photovoltaïques que nous savons gérer d'une manière informatique, numérique, vous pourrez, vous, RDF, l'utiliser, le remettre sur le réseau. Et si vous arrivez, dans votre réflexion, à stocker de l'énergie électrique, ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, en le faisant par craquage avec l'hydrogène, enfin, vous savez ça bien mieux que moi, eh bien, on arrivera à stocker, on arrivera à récupérer, on arrivera à équilibrer la ville. Et l'immense avantage du numérique, l'immense avantage, c'est qu'il n'y a plus de disparité de quartier, il n'y a plus de disparité sociologique. N'importe qui a un smart pourra bénéficier de cet avantage, de ce plus qu'on met à la disposition de tout un chacun. On ne dira pas vous développez le sud, vous développez le nord, vous développez l'est. Tout le monde pourra se développer sur les mêmes informations en essayant simplement d'adhérer à un point qui est d'essayer d'être plus performant, plus accueillant, plus responsable vis-à-vis des autres. Et là, à Marseille, à ce moment-là, tout le monde pourra vraiment dire qu'à Marseille, c'est plus belle la vie. Très bien, sur cette belle parole, on va conclure. Il nous reste quelques minutes. Alors éventuellement, peut-être que la salle a des questions pour nos experts. Non. C'est vrai que c'est difficile de passer après votre conclusion. Ah, monsieur. Merci. J'ai entendu ce que disait Monsieur Assante. Alors je reformule peut-être un tout petit peu, mais à mon avis, ça doit être très proche. Vous avez dit le numérique, c'est fédérer les services en une seule entrée pour l'habitant, pour lui faciliter effectivement la tâche, pour pas que. C'est vrai qu'il se développe pas mal d'applications dans tous les sens qui permet à l'habitant normalement de mieux pratiquer la ville. Est-ce que c'est bien ça que vous avez dit? Et si c'est le cas, comment vous vous y prenez? C'est effectivement mon objectif, c'est celui-là. Et je vais essayer de ne pas faire en sorte que ce soit les gros qui viennent manger les petits ou écarter les petits. Mais ce que je souhaiterais, c'est que les petits s'associent dans ce qu'il peut y avoir comme déjà des solutions existantes. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Et s'il y a quelques puissants un peu costauds qui viennent compléter le dispositif et qu'ils aient la modestie de partager avec les autres, on aura vraiment, à ce moment-là, le Smart Marseille avec une vraie réussite. Personne n'est plus intelligent qu'un autre, personne n'est plus socialement supérieur à l'autre. Et c'est vraiment l'équilibre des intelligences. On doit mettre les énergies en commun et pas se dire « il faut me prendre moi, vous prenez tout ». Et l'autre, vous prenez que ma partie, mais je ne veux pas l'échanger avec l'autre. Quand on est dans le stationnement, vous l'avez sur votre smart qui vous donne l'information, qu'importe, pour que vous sachiez, plutôt que d'aller circuler pendant un quart d'heure dans un quartier pour vous garer, à l'endroit où il faut aller, à l'intérieur des parkings. Si on facilite les voitures électriques, que quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine vous facilite le bornage, de savoir où il y a une borne disponible pour que vous puissiez vous mettre. Il faut que le législateur nous permette aussi de mettre des bornes à charge rapide à l'intérieur des parkings, ce qu'il ne permet pas aujourd'hui. Et là, on va développer chacune des spécialités que je viens d'évoquer, mais qui sont parfaitement complémentaires par rapport à tout ce que j'ai préalablement dit. La qualité de l'air provient d'une mauvaise circulation dans la ville, mauvais déplacement dans la ville. Mais si on met en application tout ce que je propose, à la limite, vous ne vous servez plus de votre voiture. Et je ne veux pas. Et Jean-Claude Gaudin m'a clairement dit qu'on n'était pas là pour exclure, mais pour assembler. Donc c'est l'antithèse par rapport à Paris, qui dit on va dire un tel ne va pas venir avec son car, s'il n'est pas neuf, il n'est pas propre, il ne rentrera pas chez moi. Le camion, pour venir ses livraisons, il n'a pas le droit de le faire. Un tel avec sa voiture en diesel, avec l'histoire Volkswagen, ne pourra plus rentrer. Moi je dis simplement, chacun est libre, parce qu'il n'en a pas les moyens, ou parce qu'il en a trop les moyens, mais il fait ce qu'il veut. Par contre, je dois offrir tous les modes de mobilité, par un outil intelligent qui s'appelle le smart. Et si je peux le faire avec les uns et avec les autres,
au service de tous, là on aura gagné. Et là on aura gagné, pas que la ville de Marseille, la métropole aura gagné, la France aura gagné parce que tout le monde s'inspire de tout le monde, parce que cet outil merveilleux qu'est le smart, ça nous rend tous intelligents en permanence. Merci beaucoup. Éventuellement une dernière petite question, sans oublier de vous présenter. Oui, monsieur. En micro peut-être. Ah, il arrive. Merci. Vous êtes monsieur? Je suis Joseph Courteau, d'une agence de communication qui s'appelle IdeoWeb. Et on a un projet éditorial qui s'appelle aussi My Green Startup, qui promue les startups dans le développement durable. La question, toujours à monsieur Assante, d'accord, le numérique c'est très important, on peut s'appuyer là-dessus, ça peut être un levier de croissance, d'amélioration de la qualité de vie, mais ça doit aussi être accompagné par des infrastructures. Les pistes cyclables, par exemple, en ville, sont assez, je trouve, assez médiocres. Quels sont les programmes de la ville à ce propos? Je vais encore citer une nouvelle fois Stéphane Richard, qui a dit qu'il y avait des villes extraordinaires qui se créaient en Corée, je crois que c'est l'exemple qu'il a pris, et on sortait la voiture du centre-ville. J'étais ravi d'entendre ça, parce que moi, je dois contribuer avec tous mes collègues élus à la gestion d'une ville qui a 2600 ans, avec tous les défauts des 2600 ans qui se sont passés. Et je ne peux pas reprocher à Pythéas ou à je ne sais trop qui d'avoir conçu la ville de cette manière. Alors effectivement, on n'est pas performant. Effectivement, il n'y a pas aujourd'hui ce qu'il devrait y avoir. Mais j'ai deux choses à faire. Un, ce que vont être les nouvelles voies. Le boulevard urbain sud de Marseille, c'est-à-dire 8 km, est conçu avec du transport propre en site propre, avec des bus électriques. La ville de Marseille est peut-être l'une des premières villes de France qui vient d'acheter des bus que électriques. Nous les recevons pour la foire de Marseille, qui débute aujourd'hui. Et il y aura une voie douce sur 8 km pour les pistes cyclables, pour le skate, sécurisée. La rue Paradis va être refaite entre la place Saint-Strangin et la Canebière. Nous intégrons à l'intérieur aussi une piste cyclable. On va refaire Sakakini, Françoise Dupart, 4 km, avec des bus, là aussi, qui seront électriques, et avec une voie douce. On va revoir complètement le plan de circulation et de stationnement de la ville si on arrive à mieux l'organiser avec les plots qu'on va installer à tous les endroits et combattre le laxisme qui existe dans cette ville, je me gare pour 2 minutes à tel endroit, pour faciliter et sécuriser dans certaines voies à sens unique des pistes cyclables qui entraîneront un maillage de la ville. On a parlé de révolution culturelle, je vous en propose une, vous allez m'accompagner dans cette démarche. Je ne vais pas y arriver du jour au lendemain, Jean-Claude Gaudin ne va pas y arriver du jour au lendemain, mais si on n'initie pas aujourd'hui, si on n'exprime pas avec passion, avec force, avec volonté les choses, ça n'avancera jamais. Et j'ai l'habitude de dire que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Vous pouvez sentir dans mon propos, même si j'ai un peu la voix cassée, j'ai énormément de détermination et de volonté pour faire avancer les choses. Marseille est rentrée par le bon côté dans le 21e siècle. Nous devons faire en sorte que Marseille devienne encore plus exemplaire de ce qu'elle a été jusqu'à aujourd'hui. Parce que franchement, nous avons été tellement décriés, on a été tellement critiqués que nous ne le méritions pas. Maintenant, on va s'affirmer haut et fort qu'on est meilleur que les autres. Très bien. Bien, merci beaucoup. Merci à vous d'être présents et merci à vous d'avoir participé.